Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau débrief sur Médian TV Afrique, on peut dire le premier de cette année 2019. Aujourd'hui, nous allons faire une rétrospective de la paix et de la sécurité en Afrique de l'année écoulée. Vous le savez, 2018 a été très riche en actualité. Le continent continue d'être le théâtre d'opérations de groupes terroristes. Une situation qui sape les perspectives d'une paix et d'une stabilité durable. Également, la criminalité transfrontalière, la cybercriminalité entre autres font partie des nombreuses menaces qui freinent le développement du continent africain. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau le colonel Ousseynou Pouye, ancien expert paix et sécurité des Nations Unies et de l'Union africaine, également criminologue, n'est-ce pas, colonel? Merci madame, je suis heureux d'être sur votre plateau et échanger avec vous sur ces questions en compagnie du professeur Samba Thiam. Voilà, et avec nous également le professeur Samba Thiam, directeur de l'Institut des droits de l'homme et de la paix de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, notamment avocat au barreau de Paris. À mon tour de vous remercier, Madame Aminata Thiam, remercier votre équipe, en profiter pour présenter mes meilleurs vœux et vous dire que c'est une façon grandement de m'honorer que de me mettre aux côtés de mon colonel Pouye. Que j'allais appeler professeur tout à l'heure. Alors, nous allons commencer par ailleurs par le professeur, le colonel plutôt, colonel Pouye. Parmi les faits les plus marquants de l'année écoulée, nous pouvons parler du G5 Sahel. Quelle lecture faites-vous de l'état des lieux de cette région sahélienne? La lecture qu'on en fait est que, comme vous l'avez vu dans votre titre, toujours en proie à la crise en 2018. Cette situation sera la même en 2019 et en 2020. Pourquoi? Parce que ces opérations de très longue haleine qui demandent une planification qui est à reprendre chaque fois que le cours des événements change et qui aussi est alourdi par l'intensité des manœuvres des deux côtés, aussi bien chez les terroristes que chez les gouvernants. Et ça impacte durablement et ça pèse sur les populations, les espaces qui sont occupés. Ce qui nous a laissé faire comprendre qu'en 2018, ça a été très compliqué et je dis encore que ça le sera encore en 2019. Et le plus important, c'est que la pression qui est exercée de toutes parts, sur les hommes, sur le terrain, sur les moyens et sur le mental, que cette pression-là ne baisse pas du tout. Dès qu'elle baissera, il y aura encore des failles. C'est ce qu'il faut éviter pour avoir en fait une chaîne logique d'événements qui permettent d'arriver à un certain niveau, qui permettent peut-être à très court terme une espèce de stabilisation. Alors, professeur Thiam? Alors, il m'est très difficile d'ajouter des choses à la suite de mon colonel, sauf à préciser un certain nombre de choses en rappelant que partout dans le monde, il y a 3 moyens qui garantissent une vie meilleure. C'est la croissance, la paix et la justice. Les 3 doivent être combinés, doivent aller ensemble. Et vous savez que l'enjeu, c'est de faire en sorte que nos États soient aptes à assurer la sécurité, le bonheur de tout un chacun de nous. Et malheureusement, dans notre espace, les États font preuve de faiblesse. Il faut d'abord de l'intérieur qu'il y ait une certaine sécurité, qu'il y ait une maîtrise de nous-mêmes pour pouvoir réussir une coopération sécuritaire. Justement, nous allons y revenir par rapport à l'instabilité et surtout la faiblesse de ces États-là. Et nous parlerons naturellement du financement et de l'opérationnalisation de la force conjointe. Mais avant, quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés individuellement les 5 pays du G5 Sahel? Nous allons commencer d'abord par le Burkina Faso qui a essuyé plusieurs attaques terroristes dans la capitale ou des zones frontalières. Et on se le rappelle, l'ambassade de France à Ouagadougou qui a été visée le 2 mars et par des hommes armés, tandis qu'un autre groupe s'en prenait à l'état-major des forces armées burkinabées. Quelle lecture en faites-vous, colonel?
La lecture que j'en fais est que, en fait, tout part d'un système qui est global. C'est des problèmes de gouvernance. Elle est politique, elle est économique, elle est financière, elle est sociale. Et le professeur vient de parler d'un triptyque. Ce triptyque-là, moi je le rassemble sur le vocable l'équité. Dès qu'il y a équité, systématiquement, et à moindre frais, on ressent qu'il y a un tassement des ambitions, des désirs. Pour en revenir aux attaques, vous savez, j'ai parlé tout de suite de failles. Nos frontières sont poreuses. Qu'on aille du Burkina Faso au Mali, elles sont toutes poreuses. Nos armées sont des armées toutes nouvelles. Il faut lire quelque part, je prends l'exemple simplement, pas des armées, de la gendarmerie. La France est à 7 siècles de gendarmerie. Nous en sommes à peut-être 50 ans. En poussant au loin, on est à 150 ans de gendarmerie au Sénégal. Et encore moins dans les pays qui nous entourent. C'est dire que il a fallu beaucoup de temps pour mettre en place un système de protection primaire avant d'aller au système de protection globale. Le primaire, on peut le considérer d'un État qui se défend. Il y a des séquences qu'il faut remplir. Beaucoup de ces séquences-là n'ont pas été remplies ou ont été tronquées. Pourquoi? Parce que simplement, il fallait aller vite. Il fallait aller aussi très vite. Mais il fallait aussi aller très sûrement. Mais par rapport à ce sûrement-là aussi, si on avait suivi, en fait, on avait suivi la voie qui est la voie canonique de créer une armée, de l'installer, de la développer, de renforcer ses capacités, on n'aurait pas eu actuellement d'armée capable de faire quoi que ce soit. C'est ce qui nous rattrape d'ailleurs. Ça nous rattrape, mais c'est bien que ça nous rattrape. Pourquoi passer du positif? On en tire des leçons et des enseignements de nature à nous permettre de nous développer, d'aller vers la planification, d'aller vers l'acquisition de moyens adéquats. L'adéquation nous pousse donc à aller vers la norme internationale, qui est loin de nous, c'est vrai, mais qui est proche de nous sur le plan physique. Nous avons les mêmes aptitudes que les Américains. La différence, c'est peut-être la mise en place des moyens et essentiellement aussi peut-être les moyens financiers et la grosse logistique qui soutient toute cette force qui se déplace et qui a une base avancée et qui a une base arrière. Entre les deux, il y a des lignes de coupure. C'est dans cet espace qu'il faut travailler les lignes de coupure de façon à avoir une homogénéité dans ce qui est à l'avant par rapport à ce qui est à l'arrière. Certes, vous avez parlé du Burkina Faso, mais qu'en est-il eu il y a eu quelques années chez les Américains? Les Twin Towers ont été foudroyés. Heureusement, l'information a aidé à maîtriser la situation. Par contre, chez nous, l'information, elle aide à maîtriser. Mais l'information n'est pas totalement à notre possession. Faudrait la développer? Certainement, oui. Ce qui a été par ailleurs l'une des recommandations du Forum Paix et Sécurité en Afrique. Ça aussi, nous allons y revenir. Mais j'aimerais bien passer au professeur Samba Thiam. Le Mali également, malgré la présence de la force française Barkhane, on a assisté à la dégradation sécuritaire au Mali. Bien, cela ne nous surprend pas, je vous l'avais dit tout à l'heure, et nous avons bien débuté. À chaque fois que vous donnez la parole à mon colonel, il s'agira pour moi de retoucher. Je vous ai dit que tout est question de maîtrise. L'État doit maîtriser son territoire, maîtriser les personnes, les êtres humains, les populations, maîtriser son pouvoir, avoir une autorité sur tout. C'est ça. Mais quand l'État n'a pas cette maîtrise, forcément, cette défaillance, ces insuffisances et manquements sont exploités. Et puisque le maître mot, c'est la pauvreté,
Et ça va forcément générer tout ce qui va arriver. Et par rapport à cette maîtrise de l'État dont vous parlez, nous avons vu que les attaques ont déjà commencé par le nord et puis elles ont migré lentement vers le centre du pays avec certaines violences intercommunautaires. Vous déjà, en tant que directeur de l'Institut de paix de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, quel regard portez-vous sur cette situation? Alors, le regard, c'est le regard de tout le monde. Mais ma préoccupation, c'est cette violation extrêmement grave des droits de l'homme. Je crois que je n'invente pas, c'est connu de tout le monde quand je rappelle que ce sont les trois choses ensemble: paix, développement et droits de l'homme, droits humains. Si même ceux qui se disent combattants pouvaient mettre en avant la primauté du respect de l'être humain, ce serait une excellente chose. Vous avez un objectif donné, même si vous êtes au service d'intérêts extérieurs, d'intérêts d'ordre économique, parce qu'ils ne peuvent pas être aussi forts seuls. Ils sont toujours outillés, ils sont financés. Je crois que s'il y avait cette conscience que ces êtres humains, les civils, les victimes, n'ont rien à voir avec ce combat, ce serait une excellente chose. Donc le regard, c'est une tristesse, c'est le malheur que j'ai de voir des personnes n'ayant rien à voir avec ces stratégies de lutte s'en ressortent victimes de façon extrêmement grave. Peut-être avant de quitter le cas du Mali, parler déjà de cette tuerie à Koulongo le 1er janvier 2019 déjà, qui traduit cette violence qui persiste dans le centre du pays. Bon, cette tuerie rentre dans un cycle. Si vous vous souvenez bien, le G5 avait son PC à Sévaré. Le G5 a maintenant son PC à Bamako. Ce qui veut dire que toutes les cibles sont bonnes pour les terroristes. Toute cible est bonne. C'est vrai qu'il est difficile de faire une comptabilité macabre des résultats, toujours, des attaques. Mais on est bien obligé de faire cette comptabilité macabre, de façon à avoir une idée de la lourdeur de la main des terroristes. Et aussi, ça nous permet de nous préciser dans ce que nous faisons comme engagement des forces, comme riposte, et avant ça même, comme protection de nos propres bases. Au-delà des bases, nous avons des populations. Et le plus important, c'est en fait, comme a dit le professeur Thiam, les droits de l'homme. Parce que la guerre, c'est la guerre, comme à la guerre, mais la guerre a ses droits. Et au seul respect des droits de la guerre, on arrive à faire pas une guerre correcte, mais une guerre à hauteur humaine. La guerre concerne un type de population en uniforme et des militaires essentiellement, mais concerne aussi peut-être les civils, mais ne devrait pas les concerner à ce point du niveau des victimes qu'il faut dénombrer après un coup. Vous avez tout à l'heure parlé du G5 Sahel, déjà on va parler de cette parenthèse sur le déplacement du quartier général de la force conjointe à Bamako. Pourquoi selon vous? Pourquoi? Je crois que les gouvernants ont pensé faire un repli pas stratégique. Mais moi, à mon propre sens, il était prématuré de placer un PC aussi important, dans une zone aussi infestée et assez éloignée de sa base naturelle. C'est vrai que sa base naturelle, ce n'est pas Bamako réellement. C'est le centre des activités. Mais je pense que ce replacement, comme on peut l'appeler, ce replacement permettra au G5 de mieux se réorganiser et de se préparer pour un futur immédiat, comme l'a dit d'ailleurs le nouveau patron du G5 Sahel, le général Hanana, se préparer dans un futur proche à reprendre encore les actions qui sont les leurs sur le terrain qui est le sien. Parlons maintenant du Niger, un vaste pays également menacé par le terrorisme, professeur Thiam. Oui, c'est dommage, c'est stratégique. Le terrorisme, nous connaissons
comment ce phénomène se déroule, le Niger ne peut pas être en reste, puisqu'encore une fois, on exploite, on se positionne, on bouge. Et puis, ce qui est extrêmement grave, c'est que c'est lorsqu'on arrive, comme disait mon colonel, à toucher le maximum de civils, de population, que eux, ils se réjouissent de cette réussite. Si nous revenons à cette situation d'insuffisance sécuritaire, eux, ils gagnent de terrain et ils font partie de la population, ils sont de l'intérieur. Nous n'arrivons pas à identifier, à maîtriser. C'est normal qu'ils gagnent du terrain. Comme le dit le colonel, il profite de la porosité déjà des frontières et également le Tchad avec la présence de Boko Haram. Tchad, de présence de Boko Haram, qui profite, vous voyez, de ce cycle transfrontalier, Cameroun, Tchad, Nigeria, et de ces conflits qui existaient déjà là. C'est ce qui leur permet de gagner une certaine force, de constituer une force redoutable. Alors, colonel, plusieurs combattants du groupe terroriste Boko Haram ont été neutralisés dans cette zone, notamment même dans cette zone du lac Tchad, mais le problème persiste. Pourquoi, selon vous, quelle explication pourront-on donner à part la porosité des frontières? L'explication, il n'en manque pas. Il n'en manque pas. Et il nous paraît difficile de donner les raisons pour lesquelles, effectivement, Boko Haram est Boko Haram. Ce qui est certain, c'est que Boko Haram a moins de chances de survie que les djihadistes que nous connaissons, dont ordinaires, qui nous viennent essentiellement du nord et occupent une bonne partie du désert. Boko Haram est localisé essentiellement au Nigeria et une pression s'exerce actuellement sur eux, à l'intérieur du Nigeria, au nord, le bassin du lac Tchad et les pays qui l'entourent. Bon, ce qui est certain, c'est que les gouvernants aussi africains ont une arme qu'il faut saluer, c'est peut-être le dialogue, la négociation. C'est vrai, les gens, certains le qualifient de pourrissement. Il ne s'agit pas d'un pourrissement. En Afrique, la plupart des conflits sont réglés de cette façon. En Europe, par contre, non. Le dialogue, il vient bien après. En Afrique, essentiellement, nous prenons le dialogue avant, la négociation par-dessus. Ce qui fait que, au lieu que la pression soit, qu'il y ait une surpression sur Boko Haram, il y a une pression ordinaire, régalienne des États, mais aussi la négociation est menée parallèlement au combat. Le dialogue est mené parallèlement au combat. Et ce qui permet en fait culturellement de contenir une guerre et de la faire de façon plus humaine qu'elle n'a été faite dans le temps. C'est ça qui fait que l'affaire Boko Haram continue à durer et durera. Mais ça durera tant que ça durera. Mais le dialogue ne sera jamais exclu de l'affaire de Boko Haram. Et peut-être pour fermer cette parenthèse du G5 Sahel également, une question qui me paraît très importante. Que fait la Mauritanie dans le G5 Sahel, sachant qu'on n'a pas vu le PSU autant d'attaques que ses pays voisins du G5? Bon, je ne voudrais pas trop le dire, mais je sais que la Mauritanie, sa frontière nord, est comme une frontière assez solide. Nous avons au nord le Maroc, quelque peu l'Algérie. Ce qui fait que donc, c'est le côté est pur de la Mauritanie qui pourrait être menacé. Mais vous voyez cette bande-là, c'est une bande assez opaque et puis assez mince. Ce qui fait que donc, pour que les terroristes puissent agir sur la Mauritanie, il faut qu'ils fassent ce qu'on appelle des élongations. Atteindre Nouadhibou, possible, avec beaucoup de risques. Atteindre Nouakchott, possible, avec beaucoup de risques. Mais après l'avoir atteint, comment organiser un repli? Le repli sera très difficile. Pourquoi vous avez 1400 km de course à faire. Ce qui n'est pas une mince affaire, pour ne pas me dédire. Alors, professeur Thiam, vous avez, de tout cela? Vous avez suivi cette organisation stratégique. Je ne pouvais pas penser à ça, à ce repliement auquel faisait allusion. Peut-être que les terroristes, on peut le dire, ils sont futés, ils pensent à tout. Oui, ils pensent à tout et puis ils sont de l'intérieur.
Et parlant de la Mauritanie, facilement, on peut quitter la Mauritanie pour entrer dans le Sénégal et vice-versa, puisque le Sénégal est un espace fondamental pour le Sahel. Je vous dirais, vous allez suivre la région du fleuve en prolongement d'allant vers Bakel, de quelques minutes, vous êtes en Mauritanie et vice-versa. Je crois que la Mauritanie est là pour assurer une stratégie préventive. Donc prévenir vaut mieux que guérir. Pour prendre ces précautions, et déjà, puisqu'on parle de solutions, il y a le forum de Dakar qui est devenu un lieu incontournable de réflexion et de débat sur la question de la sécurité dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Bon, il y a eu des recommandations, parmi lesquelles renforcer les capacités des États africains à exercer leur souveraineté et sur le cyberespace. D'ailleurs, l'école de cybersécurité de Dakar est déjà ouverte. Elle a été inaugurée récemment et c'est le fruit d'une collaboration entre le Sénégal et la France. Et la sécurisation notamment qui doit être accompagnée d'efforts pour le développement du Sahel, entre autres. Que pensez-vous déjà de ces recommandations? Je dois d'abord vous dire quel est mon sentiment. Je me méfie un tout petit peu de cette coopération entre le Sénégal et les autres puissances étrangères. N'avons pas les mêmes moyens. C'est comme si c'est le prolongement de leur propre sécurité. En réalité, ce n'est pas pour assurer notre sécurité nous-mêmes, le Sénégal. Si on nous laissait avec nous-mêmes, nous aurions moins de risques d'être attaqués. Je crois qu'au fur et à mesure, à chaque fois j'y pense pour mon pays, mon colonel, pardonnez-moi, je me dis que quand on nous voit de trop, quand on communique de trop avec ceux qui sont visés, nous finirons par être visés. Alors que s'il n'y avait pas cette très forte collaboration, on ne nous accusera pas, on ne nous touchera pas, parce qu'on ne peut pas nous prêter un certain nombre de prétentions. Je crains, j'ai peur de cela. Je ne veux pas qu'on nous voit ensemble. En réalité, nous ne sommes pas nous-mêmes. Nous sommes en miniature les autres États que je ne veux pas nommer. Donc votre préférence est qu'on soit plus souverain? Qu'on soit plus souverain, qu'on soit nous-mêmes. Il n'y a pas de raison de nous attaquer. Pas de raison. Même du point de vue de la pratique de la religion, nous sommes à l'aise, nous sommes équilibrés. Nous faisons tout à la fois. N'importe qui peut se retrouver dans notre manière de gérer. Je ne vois pas. Mais par contre, les autres, puisqu'ils estiment qu'ils sont visés, qu'ils sont attaqués, ils ont tendance à aller dans les autres pays pour fermer les portes. Donc l'union fait la force. Il faudrait que pour cela, que les pays africains ce n'est même pas l'union qui fait la force. En réalité, ce n'est pas une union. C'est un seul État, c'est une seule puissance qui cherche à se protéger et qui nous utilise. Êtes-vous d'avis avec cela, professeur colonel? Le professeur Thiam a fait un excellent plaidoyer. Je retiens aussi qu'il y a le legs de la colonisation. Il nous est difficile de nous départir du legs de la colonisation. Et en positif et en négatif. Même sans le legs de la colonisation, on serait maintenant confronté à ce qu'on appelle la mondialisation, la globalisation. La coopération devient obligatoire. Parce que les intérêts ne sont plus des intérêts. On dit que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Mais les États n'existent pratiquement plus maintenant. N'existent pratiquement plus. Donc la globalisation a fait ses effets. Et le voisin a intérêt à protéger l'autre voisin, nécessairement. En dehors de ça, mais c'est un terreau tout fait pour les terroristes. C'est ce qui fait que quelquefois les gens se posent la question G5, plus 1, moins 1. Plus 1, on dirait le Sénégal. Mais le G5, il est ce qu'il est. Le Sénégal travaille à côté et le G5 a une chance d'avoir été autorisé par les Nations Unies, de s'adosser au principe de l'UA qui dit oui, et de pouvoir aussi travailler quand il le faut dans les principes et les concepts que Dakar a arrêtés lors de son forum qui mène à sa 5e édition. Il y a un avantage certain que d'avoir, comme toujours, les gens le disent par le passé, les cercles concentriques. On en rit, mais ce qui est certain, c'est que dès qu'il y a des zones de tangence, des points de tangence, ça devient intéressant. C'est-à-dire le recoupement maintenant, ça devient une espèce de communauté, aussi bien dans l'action, avant l'action, la prévention. Et après la prévention et l'action, la stabilisation. C'est d'intérêt particulier que d'avoir ces cercles qui se croisent et qui se touchent, la tangence et les espaces communs.
Alors, peut-être rapidement, parce que j'aurais bien voulu qu'on aborde aussi l'Afrique de l'Est, qui n'est pas épargnée avec la présence des Chebabs, qui menacent la sécurité régionale, entre autres la Somalie, Kenya, entre autres. Mais là, malheureusement, il ne me reste que 30 secondes, peut-être rapidement. Mais ce sont les mêmes considérations qui reviennent. Tout ce qu'on a dit de l'Afrique de l'Ouest est valable pour cette partie de l'Afrique, malheureusement. Voilà, et colonel? Pour l'Afrique de l'Est, bon, leur chance est que bon, ils survivront. Certainement que la Somalie tiendra le coup d'arrêt, mettra un coup d'arrêt à l'action des terroristes. Mais quand on regarde au loin, je pense que le cycle du Rwanda a réussi à stabiliser quand même cette zone-là. Le cycle du Rwanda a été positif à tout point de vue, de façon à ce que bon, la paix puisse commencer à être vue du côté de la RDC, du côté de la Somalie. Et ça, je crois que c'est d'un intérêt particulier que de penser à aller dans le sens dans lequel vont tous les États pour l'Afrique de l'Est. Voilà, comme vous le savez, nous sommes toujours dans le débrief. Aujourd'hui, nous faisons une rétrospective de la paix et de la sécurité en Afrique. Un grand merci à mes invités, le professeur Thiam et notamment le colonel Pouy. Restez avec nous, on se retrouve dans la seconde partie du débrief. Vous êtes toujours dans le débrief. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes dans la seconde partie et là, nous allons aborder la question du financement de la force conjointe du G5 Sahel, d'une part, et d'autre part, la question anthropologique face aux besoins humanitaires ni des déplacements des populations. Et c'est le professeur Djiby Diakhaté, sociologue, qui nous rejoint sur le plateau. Merci beaucoup. C'est avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir que je participe à ce plateau et j'en profite aussi pour souhaiter mes meilleurs vœux de santé, de prospérité et de paix pour le continent africain, pour le monde tout entier. Merci, professeur Djiby Diakhaté. Nous le savons, les attaques terroristes engendrent naturellement le déplacement des populations vers les zones plus sécures. C'est le cas au Cameroun, au Nigeria, par exemple. Oui, en réalité, l'individu est quelqu'un qui aspire à la paix, même si, dans ses comportements au quotidien, il peut poser des actes qui sont à contre-courant des exigences de la paix. L'homme est naturellement égoïste, disait un penseur comme Thomas Hobbes. Il considère que l'homme est un loup pour son prochain. Et c'est ce qui est paradoxal, c'est que cet homme qui en veut du mal à son prochain a besoin de lui pour donner un sens à son existence. Autrement dit, si j'étais seul dans le monde, si j'étais seul dans mon univers, cet univers n'aurait pas de sens. Donc j'ai besoin de l'autre. Sans l'autre, ma vie n'est pas possible. Et sans l'autre, je ne suis pas humain. C'est l'autre qui m'humanise. Je deviens humain à force de côtoyer les autres. Quelqu'un l'a dit en le montrant à travers les enfants sauvages. Il s'appelle Lucien Malson. Il a montré l'exemple de Amala et de Kamala, deux enfants qui, dès leur bas âge, ont été jetés dans la forêt par leur maman. Ils ont été recueillis par des singes qui les ont allaités, qui les ont couvés. Et lorsqu'ils sont devenus grands, ils se conduisaient exactement, je dois dire géométriquement, comme des animaux sauvages. Et Lucien Malson, dans un texte qui est intitulé « Les enfants sauvages », aboutit à la conclusion que l'homme n'est homme que parmi les hommes. Donc ça veut dire que j'ai besoin des autres pour être un être humain à part entière. Sinon, ce que les psychologues appellent ma partie ça, c'est-à-dire ma partie animale, va l'emporter sur ma partie sur moi et moi, c'est-à-dire ce qui fait de moi un être humain à part entière. Donc j'ai besoin des autres, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de stabilité. Pourtant, paradoxalement, je pose quotidiennement des actes qui sont attentatoires aux exigences de la paix. C'est-à-dire, je considère que je dois toujours en avoir plus que les autres. Je considère que les délices de la vie sont faites pour moi et pour moi seul. Je fais preuve d'un égoïsme. Je dis du mal des autres. J'ai des intentions des fois maléfiques à l'endroit des autres, etc. Alors, il se trouve évidemment que lorsque la personne se déplace, elle se dit « je change de place ». J'étais dans une place marquée par l'instabilité, par les conflits, par les guerres, par l'incompréhension, par le malentendu, mais surtout par une sorte de déstabilisation interne. Parce qu'en réalité, cette dimension est importante. L'individu peut être, sur le plan intérieur, complètement déstabilisé. Parce que la paix, elle est d'abord et avant tout un ressenti individuel. Déstabilisé sur le plan interne, j'ai besoin d'un nouvel espace dans lequel je me sens plus libéré, dans lequel je me sens impliqué, dans lequel je me sens intégré. Pourquoi on parle d'inclusion aussi en matière de paix? Comment inclure tous les acteurs, comment mettre en place un espace qui est favorable à une véritable éclosion de la paix, aussi bien sur le plan externe que sur le plan interne. Voilà qui justifie les déplacements de population d'un endroit à un autre, premier élément. L'autre élément, c'est qu'il ne faut pas l'oublier, nous avons une configuration socio-géographique de nos États qui ne reflète pas toujours les entités traditionnelles qui ont existé avant la conférence de Berlin.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous prenez un pays comme le Sénégal ou tout autre pays africain, le découpage des frontières n'a pas tenu compte toujours des réalités culturelles. Donc on prend une grande entité socio-culturelle, on la coupe en deux. Une partie appartient à tel pays, une autre partie appartient à tel autre pays. Donc vous avez les logiques étatiques qui ne reflètent pas toujours les logiques culturelles et les logiques communautaires. Qui fait qu'en fait un individu peut dire « je ne me sens pas bien dans cette portion, je me déplace, je vais vers une toute autre portion » qui sur le plan étatique, sur le plan des dispositions législatives internationales, considère que vous n'êtes pas du tout, vous ne faites pas partie du tout de ce pays. Donc on doit dire qu'avec les nombreuses attaques terroristes, les populations ont tendance à migrer vers les pays voisins qui sont plus stables que les pays qu'ils quittent. Et cette stabilité n'est pas seulement une stabilité en termes militaires, c'est une stabilité en termes culturels, c'est une stabilité en termes psychologiques. Je me sens bien parmi les miens. Et je peux être dans un pays où je suis considéré comme dépositaire d'une nationalité dans ce pays, mais je ne me considère pas partie intégrante de ce pays. Parce que simplement, c'est les frontières qui ont fait qu'on m'a fait sortir d'un espace pour entrer dans un autre espace. Ça pose aussi le problème des infrastructures. À un certain moment, j'en ai parlé. On crée des fois des autoroutes. Et quand on crée des autoroutes, l'autoroute peut traverser un quartier et séparer le quartier en deux. Alors, ce qui fait que des fois, quand on fait les passerelles, il faut une sociologie des passerelles. Où est-ce qu'on doit faire les passerelles? L'imam de la mosquée, pour se déplacer désormais, ne peut plus diriger une mosquée, ce n'est plus possible. Parce que entre la mosquée et sa demeure, on a mis l'autoroute. Et on n'a pas mis de passerelle. Donc, comment une sociologie des passerelles devrait tenir compte de cette affaire et faciliter les déplacements? C'est la question qui se pose. En tout cas, colonel, vous déjà qui avez été expert des Nations Unies et de l'Union africaine, déjà, c'est vrai que ces violences-là ont un fort impact sur les populations qui sont principalement les plus grandes victimes. Quel regard portez-vous sur ce genre de situation-là, avec les multiples déplacements? Un regard de tristesse. Comme le professeur Diakhaté, effectivement, ces ruptures créent des peines, au plein sens du mot. Il a commencé par parler de homini lupus. C'est d'importance capitale. À défaut de cette conjonction de vie en commune, de vie en communauté, les gens ont tendance à se déplacer. On a eu lors des conflits, des déplacés internes, en anglais, ITP camps. Ce qui s'y passe, c'est que d'extraordinaire. Quand on revient au horde du Rwanda en 92, 93, 94, quand le FPR a mis la pression sur le gouvernement rwandais, on a vu une ville comme Byumba se déplacer complètement à travers les gorges de Kinyami, se détacher dans les vallées, emportant tout leur bagage, et les chiens et les chats ont suivi. Qui n'a pas suivi uniquement les enfants. Et les enfants ont suivi, ceux qui ne pouvaient pas suivre sont restés sur le tard. Décès pour décès. Ceux qui par contre sont restés sur place, faisaient une horde d'enfants qui vivaient avec les forces qui étaient sur place. C'est le groupe d'observateurs militaires neutres de l'OUA, numéro 1 et numéro 2. Ces déplacements de population posent problème à tout point de vue. D'abord, où les établir? Où doivent-ils s'établir? Où peuvent-ils s'établir? Avec quels moyens s'établir? Et comment s'y établir? Une fois établis maintenant, quel type d'assistance peuvent-ils avoir? Sur le plan financier, sur le plan moral essentiellement. Qui est très important. Et sur le plan de l'alimentation. L'accès à ces zones n'est possible qu'à pied. Parce que ceux qui sont venus à pied. C'est des havres de paix. Quelquefois, il est difficile de parachuter de l'alimentation. Quelquefois, il est difficile de porter l'alimentation à bras pour leur amener. Donc, ça pose une deuxième séquence qui est l'avitaillement, le ravitaillement et le soutien apporté à ces masses. C'est là où l'EIM, quelquefois, fait preuve d'une capacité d'organisation extraordinaire, suivie en cela par les ONG. Et je reviens à ce mot de tristesse. Quand vous regardez ces camps s'établir,
quand vous les voyez purés, vous avez l'impression qu'ils vivent un autre monde. Vous voyez, c'est des tentes de 2 mètres sur 2 mètres certainement, toutes blanches ou bleues, disséminées dans des forêts. Et c'est soutenu aux personnes déplacées de créer ce camp. Ni eau, ni électricité. Et la survie y est totale. Les conditions de vie sont très difficiles. Extrêmement difficiles. Et même très peu tenables. Alors, professeur Djiby Diakhaté, de nombreux enfants ratent leur scolarité dans les camps de déplacés et de réfugiés, n'est-ce pas? Les plus grandes victimes. C'est une reproduction du mal. En réalité, c'est une reproduction du mal. Et c'est une situation qui risque d'être catastrophique. Le plus souvent, on voit des enfants qui vivent des situations excessivement difficiles dans ces camps. Ces enfants, que deviendront-ils demain? C'est pourquoi je dis que c'est une reproduction du mal. Parce que demain, vous risquez d'avoir une situation de personnes qui sont devenues adultes, mais qui sont très amères, qui en veulent à tout le monde, qui en veulent à la communauté tout entière et qui veulent prendre leur revanche. Donc, je crois qu'un enfant, il a besoin de grandir dans un espace marqué par la stabilité. Vous avez déjà des parents qui se sont déterritorialisés sur le plan géographique comme sur le plan mental, complètement fragilisés, vivant dans des conditions excessivement difficiles, comme le colonel l'a dit tout à l'heure. Des enfants qui assistent à ce spectacle. Spectacle de désarroi, spectacle de peine, spectacle de désorientation, qui vivent ça au quotidien. Alors, ils grandissent dans ce contexte. Ils n'ont pas été à l'école. Je crois que nous avons mis ici tous les ingrédients d'une explosion future. Parce qu'en réalité, dans beaucoup de pays africains, on ne réfléchit pas suffisamment sur le sort des enfants. À qui nous allons léguer le flambeau du développement demain? On ne réfléchit pas. Lorsqu'on voit les enfants qui sont dans la rue, au quotidien, lorsqu'on voit les enfants dont les parents ne sont pas dans un ménage soudé, uni, etc., c'est des problèmes. On considère que ce n'est pas grave. Mais en fait, nous sommes en train d'entretenir une véritable explosion qui peut arriver à tout moment. Donc, dans ces camps de réfugiés, ces enfants déscolarisés, vivant un quotidien exécrable, complètement déstabilisés. Et qui n'ont d'exemple que la situation qu'ils voient. Absolument. C'est un avenir qui est complètement compromis. On ne peut pas, à partir de ce moment-là, préjuger d'un avenir qui va être radieux pour ces enfants. Donc, c'est une catastrophe. C'est des êtres humains qui n'ont pas été suffisamment éduqués, bien encadrés, bien accompagnés. Je le disais tantôt, l'enfant est le père de l'homme, comme dit Wordsworth. Ce n'est pas l'homme qui est le père de l'enfant, mais c'est l'enfant qui est le père de l'homme. Autrement dit, tel enfant je suis aujourd'hui, tel adulte je serai demain. En conséquence, on a besoin d'accompagner l'enfant, de bien l'éduquer. Savez-vous qu'à partir de 2 ans, 3 ans, l'individu entre dans une phase psychologique que l'on appelle la phase sadique anale. C'est une phase où l'individu développe un certain nombre de réflexes sadiques. L'enfant, à cet âge, si vous voyez bien, vous introduisez votre doigt dans sa bouche, il vous mord. Il a un outil contondant, il peut vous blesser. Il fait mal aux animaux, etc. Il développe un sadisme en lui. Et ce sadisme-là, la société a besoin de l'étouffer très tôt à travers un dispositif d'éducation qui met l'accent sur le couple sanction-récompense. Sanction ne signifie pas frapper l'enfant. S'il se conduit bien, s'il ne fait pas de mal, on lui donne son chocolat. S'il fait du mal à quelqu'un, s'il dit du mal de quelqu'un, s'il blesse les animaux, il n'aura pas son chocolat. Alors c'est ce couple sanction-récompense qui permet à l'enfant progressivement de se débarrasser de ce sadisme qui sommeille en lui dès le bas âge. Entre 2, 3, 4 ans, l'individu entre dans cette phase que l'on appelle la phase sadique anale. Et lorsque cette phase n'est pas bien accompagnée, devenu adulte, il va reproduire ce sadisme-là. Et c'est pourquoi vous avez entendu parler au Sénégal de quelqu'un que l'on a appelé Ino à un certain moment et qui était un vrai brigand. Ino et Alex. Ino, c'est le diminutif de innocent. Lorsqu'il était enfant, ses parents n'ont pas été là. Entre 2 ans et 4 ans, il n'a pas été encadré par ses enfants. Ce sadisme s'est reproduit lorsqu'il est devenu adulte et il est devenu un véritable brigand. En tout cas, merci professeur d'être entré sur cette parenthèse-là, d'où l'importance de mieux veiller sur les enfants et de les prendre en compte, surtout dans les camps de réfugiés où la situation est très difficile et les conditions humaines très difficiles également. On prend l'exemple du G5 Sahel qui a été créé justement pour protéger ces frontières-là dans le Sahel. Qu'utilisent plusieurs personnes pour se déplacer et également son opérationnalisation qui tarde à se concrétiser. Et où se situent les obstacles selon vous, colonel? Les obstacles sont de plusieurs ordres. Dans ce type d'organisation, le projet vient d'en parler, le développement humain
il est absolument nécessaire. Le développement humain là intéresse toutes les couches de population qui sont impactées par les crises, que ce soit des crises mineures ou majeures. D'ailleurs, en général, tout commence par la crise mineure qui gonfle en crise majeure dès que la guerre s'est installée. Et le conflit latent, sa latence et sa pénibilité induisent de nouveaux comportements. Ce sont des comportements antisociaux. C'est pourquoi souvent dans les opérations d'ailleurs, maintenant on le voit au G5 Sahel, on le voit avec la MINUSMA développe des activités du genre à intégrer l'humain dans les opérations. On a vu à Tombouctou, on a vu à Kidal, on a vu à Sévaré, la MINUSMA qui opère, qui est opérationnelle, mène des actions de développement. Non pas pour s'attirer la convergence des populations, mais pour faire son travail et que son travail. Mais ce travail aussi revient aux ONG qui s'intègrent si harmonieusement que finalement il faut leur laisser la place qu'il faille leur laisser. Pour que ces ONG jouent le rôle de médiation, le rôle de facilitation, le rôle d'assistance qui permet aux forces et aux opérations de se mener dans les meilleures conditions possibles. Tout en tenant compte de l'objectif majeur qui est quoi? Qui est la stabilisation des populations impactées par les événements. Ça demeure absolument essentiel. L'autre élément est que, vous avez parlé du G5 Sahel, c'est vrai, mais le G5 Sahel se meut dans un espace où travaillent d'autres forces. Nous avons Épervier, nous avons eu Serval, nous avons actuellement Barkhane. Ça, c'est des opérations graduelles qui ont été créées au fur et à mesure du développement des opérations et du développement aussi en fait de la situation sur le terrain et au niveau international. Ce qui fait que donc la MINUSMA, les gens ont compris très tôt depuis le départ. Les gens parlent de MINUSMA, mais la MINUSMA est une mission multinationale intégrée. La MINUSMA a réussi à mettre en jeu tous les chronoporteurs qui vont de l'opérationnel à la logistique, à l'humain, embrassant un développement, tout en parlant de politique. Pas politicienne, mais la politique de développement, la politique de recentrage d'une cité, où on sait que chaque habitant, chaque opinion peut se développer. Alors, professeur, comment analysez-vous le nouveau programme d'investissement prioritaire mis en place par le G5 Sahel pour enclencher le développement dans la région? Parce que c'est naturellement pour parler de l'étroite relation entre la sécurité et le développement. Mais absolument. On ne peut pas avoir... La démocratie, elle n'est pas seulement que politique, elle est aussi économique. Lorsque quelqu'un a faim, voulu parler de démocratie, ça n'a aucune résonance chez cet individu. C'est Georges Burdeau qui parle comme ça. En fait, je veux dire que c'est bon de mettre en place un dispositif qui permet de développer ces pays. Mais moi, je voudrais mettre l'accent sur un certain nombre d'éléments. Le G5 Sahel est-il une émanation de la volonté des populations concernées par cette affaire? On a l'impression que si on ne fait pas attention, c'est d'autres forces qui gèrent leurs propres intérêts. Parce que ça, c'est important, qui gèrent leurs propres intérêts et qui mettent en place des structures pour protéger leurs intérêts. Personne n'a compris comment le Sénégal ne fait pas partie du G5 Sahel, malgré tous les efforts qu'on a fait pour se positionner dans cette affaire. Pourquoi certains pays ont été concernés et d'autres non? Et le G5 Sahel couvre quel espace? Dans ces espaces, on a quel type de richesse? En termes de richesse du sol et du sous-sol. Il faut faire attention. Je crois qu'il faudrait que, de façon beaucoup plus intelligente, qu'on gère la question de la sécurité et de la paix dans cette partie de l'Afrique que constitue le Sahel. Ça suppose une approche intégrée, ça suppose une approche inclusive. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je crois qu'il faut développer l'activité économique au profit des populations. C'est un problème. On ne peut pas exploiter les ressources minières, les ressources du sol et du sous-sol, alors que dans ces mêmes localités, les populations doivent être dans la pauvreté la plus totale. Donc il faut mettre en place un dispositif qui ne consiste pas seulement à venir aider les populations,
mais à faire en sorte que les populations participent à l'exploitation des ressources qui sont dans leur localité et que ces populations bénéficient en premier de ces ressources qui sont dans ces localités. Ce à quoi on assiste, c'est une nouvelle forme d'impérialisme. C'est ça la vérité aussi. Un impérialisme développé de façon sournoise par certaines grandes puissances qui viennent en Afrique, qui se rendent compte qu'il y a des richesses. Et aujourd'hui, les richesses vont devenir de plus en plus intéressantes. On va avoir le pétrole, on va avoir d'autres richesses. Alors, il faut que ces grosses structures fassent main basse sur ces ressources. En réorganisant le cadre, en créant des conflits des fois, en armant des factions contre d'autres factions, en recrutant des jeunes qui sont dans le désarroi et dans le chômage, et en nous installant dans... Alors moi, je crois qu'une des solutions, c'est un nouvel éveil citoyen en Afrique. Et cela m'amène même à poser la question de savoir si le G5 Sahel constitue une solution même aux problèmes qui se posent dans la zone sahélienne. S'il y a une solution qui n'intègre pas les populations, elle n'en est pas une. Je crois que la vraie solution est une solution qui mobilise. Je crois que de plus en plus, d'ailleurs, les Nations Unies parlent d'une approche inclusive de la paix. La résolution 1325 dit qu'il faut impliquer les femmes, il faut impliquer les personnes âgées, il faut impliquer les jeunes dans la gestion des conflits. Donc, on ne peut pas continuer à avoir une approche verticale. Comme ça dit, nous avons la force et par la force, nous allons maintenir la paix. La paix, on la maintient par la paix. Parce qu'il faudrait le dire, les principales cibles sont la jeunesse, mais on a vu un nouveau type de terrorisme dirigé par des femmes, comme l'exemple au Nigeria, où ce sont les femmes elles-mêmes qui constituent les kamikazes. C'est-à-dire que là, je suis d'accord avec vous, Madame Thiam, ce sont des mutations qui s'opèrent quand ces créneaux ne sont pas pris en compte. Je prends le cas de la MONUC. La MONUC est passée de MONUC à MONUSCO. Ce qui a permis aux Nations Unies, autour d'une 50aine de résolutions, à harmoniser les processus de façon à ce que tous les créneaux soient pris en compte. Et vous avez évoqué le cas genre, l'approche genre, le gender streaming, pour lequel tout a été dit et très peu de choses faites. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre la femme carrément à 50-50-50 avec les hommes. Mais il y a une plage assez importante d'activité qui est réservée aux femmes, que les femmes doivent occuper et qu'elles doivent occuper nécessairement. À défaut, vous avez une rupture dans la chaîne de travail, ce qui amène un désordre supposé ou présupposé. Pour ce qui est du G5 Sahel, le professeur Diaté vient d'en parler. Qu'à cela ne tienne, si le G5 Sahel ne prend pas en compte ces aspects et ne va qu'à l'aspect opérationnel, le G5 sera mort-né. Pourquoi? Parce que les bailleurs ne travaillent pas essentiellement sur la guerre. Ils travaillent à l'avant-guerre, pendant la guerre et surtout après la guerre. Ce qui amène ce mot stabilisation à revenir constamment. Malheureusement, les gens ne prennent pas conscience de toute cette phraséologie de stabilisation. Ça a été le cas en Haïti. Haïti a été stabilisé. Aux normes de quoi? Aux normes internationales, aux standards internationaux, répondant à l'ensemble des préceptes posés par l'UN et par l'UA. Bon, avant d'en revenir, déjà vous avez parlé des missions de maintien de la paix, déjà par rapport à la stabilisation, vous avez pris le cas de l'Haïti. Nous allons y revenir avec les multiples missions de paix qui existent dans le continent africain et qui sont très nombreuses. Mais avant cela, j'aimerais bien que le professeur Djiby Diakhaté revienne un peu sur la radicalisation, qui est un phénomène réel. Qu'est-ce qu'il explique? Mais c'est l'endoctrinement, c'est essentiellement le phénomène d'endoctrinement. En fait, on prend des jeunes qui sont dans le désarroi, qui ne travaillent pas, qui n'ont pas fait de scolarisation. Ce sont ces jeunes le plus souvent qui ont été dans ces camps de réfugiés, qui ont vécu dans une atmosphère d'instabilité totale et qui facilement sont récupérés par certaines bandes endoctrinées. Et une fois que la personne est endoctrinée, elle devient dangereuse pour elle-même, elle devient dangereuse pour son entourage. Parce qu'en fait, cette personne est porteuse d'une idéologie qui est une idéologie de la guerre, une idéologie de la confrontation, qui consiste à lui dire, à lui faire comprendre que l'autre n'a pas le droit à la vie. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec ces enfants qui grandissent dans certains milieux de conflit. C'est le phénomène d'endoctrinement. Et c'est ça qu'il faut peut-être déconstruire
par un travail de sensibilisation et d'éducation à la base. Si on ne renforce pas suffisamment ces enfants en termes de valeurs de paix, valeurs d'ouverture, valeurs de partage, valeurs de tolérance, valeurs d'humanisme, si on ne les développe pas suffisamment chez ces jeunes-là, ils sont à la proie de ces bandes armées qui les endoctrinent. Et il y a souvent même des infiltrations dans les camps de réfugiés. Absolument, qui les endoctrinent. Aujourd'hui, je crois que même dans nos prisons en Afrique, il faudrait travailler à faire attention chez les prisonniers, c'est la population carcérale. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que à l'intérieur de ces prisons, il n'y a pas des espaces d'endoctrinement? On met tout le monde ensemble dans une prison, les gens sortent, ont-ils été suffisamment réarmés pour se réintégrer dans la société? Parce que l'objectif de la prison, c'est cela. Mais malheureusement, on les met dans des prisons, ils côtoient des personnes différentes. Est-ce qu'il y a un travail de sape qui est fait à l'intérieur pour éviter simplement que ces jeunes ne sortent endoctrinés pour aller rejoindre? Cela pourra faire l'objet du débat, n'est-ce pas, professeur? Voilà, avant de terminer, peut-être, colonel, revenir sur ces missions de maintien de la paix qui sont très nombreuses en Afrique. Faudrait-il pas les repenser selon vous? Il faut nécessairement les repenser. Parce que même le président Macky Sall l'a d'ailleurs déploré lors du Forum international de Dakar. Elles sont très coûteuses. Exact, elles sont très coûteuses et souvent, elles sont souvent inefficaces. Vous savez, une question de maintien de la paix vit de la prévention d'abord, une prévention à longue échéance, des études. Une fois qu'il est décidé d'y envoyer des forces, de les projeter, il faut étudier la typologie des forces à projeter, voir exactement sur le terrain après qu'est-ce que ça produit comme effet. Malheureusement, on a rarement repensé le système de façon globale. Et depuis 50 ans, on a pratiquement les mêmes types de missions qui se répètent. Et dont les enseignements dont on compte en tirer n'ont pas été très positifs du point de vue de l'application sur le terrain. Il y a aussi un élément important, c'est la difficulté à intervenir avant terme. Les moyens à y consacrer qui nous viennent de l'extérieur, essentiellement des autres continents. Donc, ce qui justifie le fait qu'il faudrait les repenser. Nécessairement les repenser, et utilement les repenser, et faire en sorte que, comme je l'ai dit quelque part, lors du Forum de Dakar, le dialogue y est pour quelque chose. La négociation y est pour beaucoup. Le Rwanda, on parle du Rwanda, mais le Rwanda a été pensé à part des négociations pour parler de Kinihira, qui sont prolongées à Arusha. Les gens oublient. Ça a été du dialogue pur et dur. Une négociation franche et correcte qui a permis de stabiliser. Alors, colonel, bon, je ne vous coupe pas, mais là, nous sommes arrivés au terme de cette seconde partie. Un grand merci, professeur Djiby Diakhaté. Je vous en prie. C'est un plaisir, comme toujours, de vous recevoir sur Médian TV Afrique et notamment le colonel. Merci beaucoup, Madame Diab. Merci. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous avoir présenté ce débrief et encore tous nos meilleurs vœux de paix, bonheur et prospérité à vous, fidèles téléspectateurs de Médian TV Afrique. Rendez-vous pour le prochain numéro de Médian TV Afrique. Voilà, votre chaîne préférée. Au revoir.